Bonjour, shalom, salam alaikum, que nous avons chaud au cœur à chaque fois qu'il sonne 11 heures et que nous vous savons très nombreux au bout des ondes pour nous suivre au Club de la Presse. Eh bien, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis que nous soyons vivants aujourd'hui, que nous soyons 6 dans ce studio pour vous accompagner. Et nous sommes le mardi 9 octobre 2018. Une grande auditrice qui souffle aujourd'hui ses 63 bougies. C'est le jubilé des Lilas d'Amassan, quelque part à Glencomet. Merci d'être branché sur le Club de la Presse. Eh bien, d'Amassan, si vous nous écoutez, c'est grâce aux techniciens. Aujourd'hui, ils sont deux. Michel Kokou Vitogbe Tomega, qui reste scotché à la console technique, pendant que Géraud Dakucha met l'émission directement en ligne. Ce qui vous permet de nous suivre sur les antennes des radios numériques, Radio Gameli ou Eben Radio, ou encore sur le site de Canal FM. C'est Géraud Dakucha qui envoie encore l'émission aux radios partenaires du Club de la Presse, Radio Lumière à Aneho, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Lumière à Aneho déjà, et puis Radio Daoul en Pays Bassa, Radio Sama FM à côté de Niamtougou, et puis Radio Itiesi en pays Akposo, le pays des oncles maternels de Jeff le Prince, et également Radio Courtoisie à Dapao. Eh bien, le plateau, il est compris. Vous avez compris que le neveu des Akposo est avec nous, Jeff le Prince. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Canal FM et Lumière FM à Aneho. Je dis Ivoire à tous les apostles qui sont à Mlamé ou Aimé Itiesi. Vos oncles maternels. Évidemment. Et vous allez également parler du pays de votre père, à Aneho. Précision utile, la ville tricentenaire aux 3 royautés, deux fois capitale du Togo. Et là-bas nous disons Odonyerea. Odonyerea. Et on répond comment? Doreto, Ekia. Merci beaucoup. Eh bien, il est... vous savez, il faut que vous veniez ici au studio. À côté du métis Gain Akposo, c'est le Kabier Bontin, Monchoso, Dieu donne Korlakna, Biasma. À la fin. Vous allez bien? Je vais. Et comment on salue dans votre pays, Kabier? Eloalé. Et on répond comment? À la FIA. À la FIA. Eh bien, en face du Kabier, c'est notre aristocrate qui nous vient de Tchévier, de Ziop. Primus Dotier Genou Arlidia, bonjour. Bonjour. Indi là. Indi. Apoma. Afo. De Vioré. Olé. Chabodo. Tanicho. De Varoué. Mavado. Très bien, merci. Et à côté de Primus, c'est quelqu'un, vous écoutiez sa voix sur Radio Lemay. Entre-temps, c'était Radio Victoire. Et puis notre ami a choisi de se convertir dans la presse écrite. Il vient d'être même promu rédacteur en chef du journal bi-hebdomadaire L'éveil de la nation. Awali Mohamedou, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes les auditrices et bien évidemment les auditeurs de la 93.5 FM. Alors dites-nous, Awali, comment se sent-on quand on est passé de Radio Lemay à Radio Victoire et maintenant qu'on va avec la plume à l'éveil de la nation? Alors on se sent à l'aise, je me sens comme un poisson dans l'eau, comme le dirait l'autre. Et passer de Radio Lomé, qui est une radio publique à caractère public, à une radio privée comme Radio Victoire, c'était pas très facile, c'était pas très facile, puisque la ligne n'est pas la même. Il faut savoir un peu manager les mots, savoir écrire et tout. Et donc, ça a été un apprentissage un peu difficile, mais j'ai pu m'en sortir
avec les conseils des doyens anciens ici et là, et on a pu s'en sortir. Aujourd'hui, c'est la presse écrite. Et c'est un journal qui a près de 14 ans d'existence. L'éveil de la L'éveil de la nation. Aujourd'hui, on est à notre 595e numéro. Il y a du boulot qui a été fait. Et donc, j'arrive dans une rédaction qui est déjà assise. Et donc, les attentes sont tellement nombreuses. Et je vais prier Allah, le Tout-Puissant, de pouvoir m'accompagner pour cette nouvelle tâche. Vous allez prier Allah, bien sûr, mais il y a le code de la presse, le code de Oui, bien évidemment, il y a le code de la presse qui est là avec la HAC, l'autorégulation, l'autorégulateur qui est là. Il y a l'OTM avec le code de déontologie et d'éthique aussi qui est là. Et puis il y a aussi la constitution de la République togolaise. Donc il y a tout cet arsenal juridique qui encadre bien évidemment le métier. Et c'est vrai, on ne se jette pas dans ce métier comme ça. Il faut au moins avoir le béaba. Awali Ahamadou, plutôt le directeur de publication du journal L'éveil de la nation, eh bien vous transmettrez notre bonjour à notre cher Sam Anas Djobot Teterou. Alors il se cache où depuis, Awali? Non, ça il est à Lomé, il est là, seulement il est appelé à d'autres fonctions, il est là, il est à Lomé. Merci beaucoup, mais le plateau qui se complète avec notre cher ami Monsieur Steve Bojona, bonjour. Bonjour, Sas. Diplomate qui était en poste au Japon, rappelé au pays depuis, mais vous n'avez jamais quitté vos amours, c'est les belles lettres, Monsieur Steve Bojona. On ne peut vraiment pas s'en séparer, donc on n'a pas le choix. Une fois qu'on est pris dans la malle, on est obligé donc de continuer. Non, Allah n'est jamais obligé, Monsieur Bojona. Moi, je le suis. Merci beaucoup. Eh bien, notre invité des arts, de la culture, de la littérature aujourd'hui, c'est Monsieur Steve Bojona, diplomate, fonctionnaire de quel niveau? Ministère des Affaires étrangères, mais toujours amoureux des belles lettres. D'autant plus que vous êtes le promoteur d'une initiative dont on parle abondamment ces derniers temps. Il s'agit de la Foire internationale du livre de Lomé, n'est-ce pas, Monsieur Bojona? Effectivement, la Foire internationale du livre de Lomé qui s'annonce à compter d'aujourd'hui dans exactement 30 jours. Et donc qui s'adresse bien entendu à l'ensemble de la population, aux élèves, aux étudiants en particulier. Nous allons en parler, mais souffrez seulement que nous partagions avec vous la pensée du jour. C'est une sorte de provocation que nous tirons de l'œuvre de Kateb Yassine. Monsieur Bojona, écoutez bien. Kateb Yassine qui écrit « Quand l'ignorance devient la norme, la vérité, quant à elle, devient un péché. » Encore une fois, je reprends pour vous. Quand l'ignorance devient la norme, la vérité, quant à elle, devient péché. Alors, vous, l'amoureux des belles lettres, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis parfaitement d'accord avec cette citation. Parce que quand on se retrouve, en prenant un exemple, seul, en connaissance d'un élément concret, au milieu d'une foule d'ignorants, on passe finalement pour l'ignorant parmi ces derniers. Et c'est justement parce que nous partageons cette conception de l'auteur que nous travaillons justement à éclairer le plus possible, et nous estimons que pour éclairer le plus possible, il faut passer par la lecture, et cela rejoint d'ailleurs la thématique de la Foire internationale du livre de Lomé, lire, s'informer pour se former. Merci beaucoup. Kateb Yassine a bien écrit, mais le club de la presse, nous portons pour démentir cette pensée que l'ignorance ne deviendra jamais la norme chez nous ici, et nous nous battrons pour que la vérité ne soit jamais un péché, mais plutôt une vertu. Alors avant d'en venir à notre invité, M. Steve Bojona, un petit mot à la rédaction de Togo Matin. Montoso, rebonjour. Rebonjour. Dans votre parution d'hier à la page 9, j'étais tombé sur 3 articles qui m'ont beaucoup séduit. D'abord, vous nous reproduisez un extrait de ce livre de notre compatriote Abra Delali Komlan Ebri, le roman intitulé « Ma fille, rien ne vaut l'amour ». Vous en passez un extrait aux pages 14 à 17. Nous laissons le soin aux auditrices, auditeurs de lire cet extrait. Mais vous nous parlez également d'un autre Togolais, notre compatriote Richard Laté Lawson Body, qui fait la fierté du Togo et de l'Afrique
à cette exposition qui vient de s'ouvrir en Italie. Il s'agit du projet international d'art postal et numérique. Ce projet qui vient de s'ouvrir, et notre compatriote Richard Latte-Lawson est le seul Africain à cette exposition. Eh bien, c'est à travers son œuvre intitulée « Briser les chaînes de nos cœurs » que l'artiste togolais représente l'Afrique et le Togo, en particulier à cet événement artistique international. On verra au total 289 œuvres de 251 artistes issus de 32 pays. Le drapeau de la culture togolaise flotte en Italie. En effet. Alors, pour parler de Richard Lawson Latte-Body, c'est un jeune que je connais depuis plusieurs années personnellement. C'est un jeune qui a commencé en tant que calligraphe. Si vous savez un peu ce que c'est que la calligraphie, c'est une forme d'art qui ne dit pas son nom. Vous voyez un peu, c'est alors une forme d'art qui tire un peu sur des écritures particulières. Et chemin faisant, Richard Lawson Latte-Body a compris qu'il faut associer d'autres formes d'expression, mais dans les arts plastiques toujours. Et donc, chemin faisant, il a compris la nécessité, il a ressenti la nécessité de faire l'école d'un certain Soké Edor, un peintre togolais d'une grande carrure, connu de par le monde, qui effectivement tire toute sa force dans des écritures particulières, des écritures Dogon en effet. Et donc c'est comme cela que Richard Lawson Latte-Body, depuis plusieurs années, allie calligraphie et peinture. Et il faut découvrir les œuvres de Richard Lawson Latte-Body. Je le connais, c'est un jeune qui a connu des moments de désespoir parce que, ayant postulé pour plusieurs festivals, pour plusieurs salons qui n'ont jamais marché, mais je vous en parle mais il existe une certaine proximité entre nous, et je fais partie de ceux qui l'ont toujours incité à continuer, et voilà finalement merci Richard Lawson. Là où il en est aujourd'hui, le seul Africain parmi donc le Gotha justement des artistes africains, des artistes au monde à ce salon international. Merci à Richard Latte-Lawson qui fait flotter avec une certaine fierté le drapeau de la culture à cette exposition internationale d'art plastique et numérique qui se déroule en Italie. Oui, Primus? Oui, il faudrait bien qu'on en parle. Oui, nous y sommes. Oui, il est talentueux. Le catalogue, je sais pas, malheureusement, Dieudonné n'a pas fait une seule photo de la page où on peut retrouver le catalogue qui s'appelle l'Officina de la Pace. À la page 49, vous trouverez l'œuvre de Richard Latte-Lawson qui représente à ce titre, parmi des artistes de renom mondiaux, toute l'Afrique et le Togo. Merci. Eh bien, de ce artiste plasticien qui fait notre fierté, nous passons à un autre compatriote qui ne le fait pas moins. Il s'agit de Théo Ananiso, qui n'est plus à présenter. Mais nous parlons de lui aujourd'hui parce qu'il vient de sortir un nouveau roman du nom de Delicatessen. Delicatessen, ce nouveau roman dans lequel Théo Ananiso sublime les lieux du Togo. Montosso, c'est également Togo Matin qui nous en parle. Eh bien, Delicatessen, c'est la 6e œuvre littéraire du Togolais Théo Ananiso. Alors, pourquoi nous en parlez-vous, Montosso? Parce que Théo Ananiso fait partie des grandes plumes togolaises aujourd'hui. Même si on peut dire que lui, à l'exception d'un certain Kanyalem et d'Emaoumé, n'a pas encore connu la grande consécration, c'est-à-dire, par exemple, le prix littéraire de l'Afrique noire. Mais Théo Ananiso, aujourd'hui, fait partie du gratin, parce que déjà, il faut savoir que c'est l'un des auteurs, justement, publiés chez les plus grandes éditions aujourd'hui. Un auteur togolais vivant en Allemagne depuis plusieurs années.
Délicatesse, exactement. Voilà. Donc, pour nous, on ne peut pas aujourd'hui tomber sur une œuvre de Théo Ananiso et son pas. C'est important parce que il fait partie pour nous des grands noms de la littérature togolaise. Merci Théo Ananiso qui vient de faire paraître Délicatessen depuis le 5 octobre 2017 aux éditions Gallimard. Et dans ce roman Délicatessen, Théo Ananiso met en scène une jeune femme du nom de Sonia, 32 ans, journaliste et vedette des médias nationaux en instance de divorce suite à des violences conjugales. Et plus généralement, dans ce roman Délicatessen, Théo Ananiso a abordé plusieurs thèmes, dont la quête du bonheur, l'érotisme, la cuisine de notre pays, la liberté civile, le paysage, l'exil, entre autres. Steve Bojona, ce serait vous faire injure si je vous demandais si vous connaissez Théo Ananiso. Alors, je le connais. Je le connais d'ailleurs très bien. J'ai eu d'ailleurs la chance de lire cette œuvre dont nous parlons. Et encore mieux, c'est justement l'occasion pour moi d'informer les auditeurs et les auditrices que Théo Ananiso est l'auteur invité de la Foire internationale du livre de Lomé. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, il sera là durant toute la foire et donc les uns et les autres auront l'occasion de le rencontrer, d'échanger avec lui. Donc, moi, personnellement, je n'ai jamais vu Théo Ananiso de près. J'ai l'occasion de l'approcher, de le voir. Exactement. À la Foire internationale du livre de Lomé. Alors, c'est quoi cette initiative dont vous êtes le promoteur, Steve? Alors, la Foire internationale du livre de Lomé, comme son nom l'indique, vise donc à promouvoir le livre en général, la littérature togolaise en particulier. Donc, à ramener, parce que, il faut le dire, de plus en plus, l'on constate que la population togolaise, surtout les élèves et étudiants, il y a en quelque sorte une sorte de désamour entre ces derniers et le livre. Donc, à ramener les uns et les autres, surtout les apprenants, au livre, la passion pour la lecture, sachant que l'endroit principal où donc sont cachées les principales informations, le trésor principalement, pour justement surtout ceux-là qui sont encore sur les bancs de l'école, mais pas seulement eux, bien entendu. Donc c'est le livre. Donc cette foire vise donc cette promotion, mais en même temps toute une série de formations et donc autres activités, notamment des concours et autres qui sont organisés. Je parle entre autres du concours Miss Littérature, du concours interlycée de lecture, du forum Livre Jeune, donc qui sont quelques éléments à côté des conférences, ateliers de formation et panels de discussion que nous aurons organisés durant toute la période de la foire. Beaucoup d'activités, exposition de livres, café littéraire sûrement, discussion avec les auteurs. Vous avez également cité, Steve? Le concours Miss Littérature, le concours interlycée de lecture, le forum Livre Jeune, et bien entendu, comme vous l'avez dit, les causeries, les rencontres avec les auteurs dans les lycées, collèges, universités de la place, bien entendu, et sur le site même de la foire du 8 au 12 novembre, donc les expositions, donc des différentes maisons d'édition, et bien entendu de pays qui viennent également à cette foire, le Bénin, le pays invité d'honneur, la Côte d'Ivoire, le Niger, donc la France, l'Allemagne, entre autres. Eh bien, on constate que vous ciblez beaucoup les jeunes, les scolaires étudiants, à travers ce comité Miss Littérature également, d'autres initiatives. Alors, quelles sont les actions que vous mettez en œuvre pour toucher effectivement les élèves des collèges, lycées, universités, pour qu'ils prennent une part véritablement active à cette foire internationale des livres de Lomé? C'est un véritable travail de proximité que nous faisons au-delà de toutes les communications qui sont faites sur les radios et sur les réseaux sociaux. Depuis la fin de la première édition l'année dernière, nous n'avons pas eu de repos. Chaque jour que Dieu fait, et surtout depuis le mois de janvier, nous sillonnons les établissements de Lomé. Donc pour aller directement en contact avec les élèves, les étudiants concernés. Les concours que nous organisons justement, c'est de façon à les intéresser plus à l'événement. Quand je prends l'exemple du concours interlycée de lecture, nous avons cette année 10 lycées qui vont s'affronter le 3 novembre prochain lors de la grande finale.
Je prends l'exemple du concours Miss Littérature. Donc, nous sommes à la finale le 9 novembre avec 10 candidates, mais nous avons commencé avec 61 candidates, pas seulement à Lomé, certaines de l'intérieur. Nous avons d'ailleurs une étudiante de la faculté des sciences politiques de l'université de Kara qui est en finale. Donc, c'est un travail qui se fait, qui ne se limite pas uniquement à Lomé, puisqu'au-delà de la foire internationale du livre, nous avons les régionales du livre qui nous amènent chaque année à l'intérieur du pays pour pouvoir également être en contact avec les jeunes. Merci Steve Bojona. Cette foire internationale du livre de Lomé, ce sera du 8 au 12 novembre, dans exactement 30 jours, dans un mois. Mais sur les réseaux sociaux, vous avez commencé également à présenter certaines des candidates du comité Miss Littérature. Effectivement. Donc, les candidates du concours Miss Littérature, elles sont au nombre de 10. Donc, venant, comme je l'ai dit tantôt, de l'université de Kara, de l'université de Lomé, de certaines écoles de formation, donc du supérieur. Elles ont eu à passer plusieurs étapes. Au total, une première phase écrite où elles ont eu à répondre à 50 questions d'expression française de culture littéraire. La demi-finale où elles ont eu donc à soumettre une critique littéraire et à défendre donc leur critique, à répondre également à des questions donc orales et autres, et durant tout le processus tout en suivant un certain nombre de formations. Donc nous les formons au fur et à mesure. Elles ont suivi une formation en prise de parole en public, une formation en critique littéraire, une formation en art oratoire, et entre ce moment où nous parlons et la finale, elles auront également à suivre une série de 8 formations, donc pour pouvoir renforcer leurs capacités avant la finale. En finale, en plus donc de l'étude et du compte rendu d'une œuvre qui sera présentée sous forme de soutenance et des questions orales de culture littéraire et générale, s'ajoute donc un plaidoyer donc sur la thématique la protection de l'intimité, en fait la protection de l'intimité de la personne. Beaucoup d'activités au programme de la foire internationale du livre de Lomé. Je lis des conférences, des expositions, des ateliers d'écriture, du théâtre, du conte, des panels de discussion, forum livre jeune, causerie littéraire et dédicaces, plein d'activités. Il y a même espace enfant. Et tout cela va se dérouler où, Steve? Sur le site de la Blue Zone de Kakaveli. Blue Zone de Kakaveli. Alors, si les jeunes vous écoutent et qui sont intéressés, comment et où peuvent-ils commencer à se manifester si tant est qu'ils veulent prendre part active aux différents ateliers? Alors, déjà, en contactant le 97 76 0000, aussi bien en appel, en SMS que par WhatsApp, en allant également sur le site donc du club Le Littéraire, donc www.lelittéraire-tg.net, et la page Facebook également de l'événement Foire internationale du livre de Lomé. Donc sur les réseaux sociaux principalement, mais également de façon physique, nous avons donc des relais au niveau de l'université de Lomé, au niveau de l'université de Kara, et également nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec les enseignants de français dans la plupart des établissements, surtout de Lomé. Merci de passer nous en parler de cette foire internationale du livre de Lomé qui commence dans exactement 30 jours, un mois. Et vous l'avez annoncé, l'écrivain invité vedette, c'est Théo Ananiso, qui vient de sortir son 6e livre Délicatessen, également pays invité, le Bénin. Exactement. Et ce sera à la Blue Zone de Kakaveli. À la Blue Zone de Kakaveli du 8 au 12 novembre. Merci. Ceux qui se signalent en leur nom propre ou bien au nom de leurs enfants ou bien d'établissements scolaires qui voudraient en savoir davantage, Steve Bojona, on peut vous joindre encore comment? 97 76 0000. Merci de nous passer cette information. C'est notre page à Culture Tradition qui est beaucoup plus littérature aujourd'hui. Oui. Primus? Oui, tu sais que j'aime beaucoup critiquer. Mais c'est votre nature. C'est mon nature. Mais ce que j'ai à dire de la foire internationale du livre, je crois que je l'ai déjà dit à Steve lui-même en off. C'est pas la peine de le dire ici tout sur les antennes. Oui, parlons du livre. Le livre est très important. Je pense que la population cible de cette foire, c'est les élèves, les scolaires.
Et puis l'idée de Miss Littérature, je ne sais pas, c'est entre le Bénin et la Côte d'Ivoire que l'idée est née. Et le Togo l'a saisi à travers Steve pour en faire quelque chose. Moi, ça me gêne, ce nom de Miss Littérature. On aurait pu penser à la reine de la littérature. On aurait pu penser à un personnage historique de l'histoire de l'Afrique, une femme qui a marqué l'histoire. Et l'organisation des Miss, ce que des fois moi me gêne, la Miss, dans le contexte occidental, c'est la femme objet sexuel. Vous voyez, qui doit se valoriser par une partie de son corps. Ici, on lit ça à son intelligence. Tu vois, c'est un peu réducteur quand on prend la femme toujours sur le côté charnel. Donc, peut-être qu'à l'avenir, on trouvera un nom glorifiant à cette épreuve-là, qui fait lire les filles et qui les fait concourir pour les consacrer à la fin. Merci Steve Bodiona. Il y a d'abord ce que Primus vous a dit, qui reste entre vous. Également cette pique qu'il vous adresse. Pourquoi Miss Littérature? Pourquoi pas la reine de la littérature? Exactement. Pour embrasser plus large. Steve? Alors je remercie justement mon cher frère Primus d'avoir soulevé la question, parce que cette question a été soulevée par plusieurs personnes. Et le thème de la foire en lui-même le dit: lire, s'informer pour se former. Et au jour d'aujourd'hui, je continue toujours pas le dire. Le terme Miss n'est pas un terme péjoratif. En anglais, Miss, quand nous le traduisons en français, signifie demoiselle. Quand je dis demoiselle du livre. Et maintenant, si par malheur, dans la conception des uns et des autres, on a tendance à assimiler le thème Miss à quelque chose de péjoratif ou au sexe, il nous appartient justement à nous, en tant qu'hommes de lettres, de travailler justement à corriger cela dans l'entendement des uns et des autres. Et c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train justement de faire comprendre aux gens que quand on dit Miss, ce n'est pas forcément ce à quoi l'on pense toujours, mais que Miss également peut être conçu dans un sens positif et devrait d'ailleurs l'être. Et c'est ce que nous sommes en train de faire comme travail. Merci. Nous avons commencé l'émission avec une pensée du jour qui est carrément une provocation à la raison. Quand Kateb Yassine écrit, citation, « Quand l'ignorance devient la norme, la vérité, quant à elle, devient un péché. » Le club La Presse qui veut combattre cela, la preuve. Et nous vous parlons du livre avec cette foire internationale du livre. Au bas d'un des postings de Steve Bodiona, je lis le livre, encore le livre, rien que le livre. Et également cette citation de Jean d'Ormesson, membre de l'Académie française, qui écrit, citation, « Tant qu'il y aura des livres, des gens pour en écrire et des gens pour en lire, tout ne sera pas perdu dans ce monde qu'en dépit de cette tristesse et de ces horreurs, nous avons tant aimé. » Heureusement, il y a la littérature pour nous faire rêver un peu. Primus? Oui. Quand tu dis livre, tu sais, moi je suis né dans le livre. Mon père était... Je sais que vous êtes un rat des livres. Voilà, un rat des livres. Mon père était membre de l'Académie EV. Et ce qui m'avait frappé, à l'époque où l'Académie EV existait, ils avaient traduit tous les grands auteurs européens en EV. Shakespeare, La Fontaine. Donc, tous ces gens-là, je les ai connus à la maison en lisant. Donc vous lisiez Shakespeare, Voltaire, Jean de La Fontaine en EV. Ce n'est que plus tard, que quand je suis allé au collège, que j'ai su que c'était des... Donc, des occidentaux. Voilà, donc c'était pas... J'étais déjà informé par la lecture. Ce que je déplore au Togo, c'est que le Togo ferme la porte aux livres. Vous savez, quand vous voulez lire, vous voulez élever votre niveau de lecture, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Et c'est ce que moi j'aurais souhaité. Allez, je n'ai pas voulu faire la publicité pour la dame là, qui a une belle librairie. Elle se plaint toujours. Non, dites, Primus. Rebecca Fadoul. Fadoul. Oui.
je l'admire beaucoup. Parce qu'elle est dans la vente du livre. Et le livre au Togo est un luxe. Merci. Madame la propriétaire de librairie Star. C'est Star, vous avez le coucou de Primus. Exactement. Appuyé par nous tous dans ce studio. Eh bien, le livre, Primus parlait tantôt de l'Académie de langue EV. Vous en parliez au passé. Je ne sais pas si l'Académie de langue EV existe toujours ou bien est morte. Mais juste l'occasion de tirer chapeau à un grand homme qui vient de nous quitter, Kao Blanzois, membre de l'Académie de langue Kabier, qui vient de nous quitter. Mais espérons que les académies de langue, aussi bien EV que Kabier, prospéreront. Ce que beaucoup de Kabiers ne savent pas, et que vous, EV, vous savez Toussaint Guénou, c'était mon frère aîné. Et c'était un des pionniers qui vont instaurer l'Académie Kabier. Toussaint avait une maîtrise des langues que j'ai toujours admirées. Il a appris le latin, le grec et tout ça. Et ce sont eux qui ont initié, avec ses amis Kabier à l'époque, l'Académie Kabier. C'est te dire que l'importance que nous donnons au livre et aux Merci. Académie de langue EV, Académie de langue Kabier. Même si cette académie vient de perdre Wiao, Kao Blanzois, Maurice, il faut que ces académies perdues, pourquoi pas des académies de langue Naouda, Akoso, Anoufo, aidez-moi, Moba, Bassar, Konkomba et autres. Nous serons plus riches si nous arrivons à penser d'abord dans nos langues avant d'écrire dans les langues des autres. Awali Hamadou, c'est avec vous qu'on va mettre pointillé à la culture et passer à autre chose. Oui, juste dire merci à l'ambassadeur Steve Bojona pour le travail abattu. Il n'a pas fini. Le travail qu'il a bas. Le travail qu'il a et pour lequel l'évêque de la nation va le soutenir. On va le soutenir. On est derrière lui, bien évidemment. Et dire que le livre, c'est pas facile, surtout dans nos pays africains. C'est rare de voir ce parent-là rentrer du soir et ramener un livre à la maison. Moi, je l'ai connu quand j'avais 11-12 ans avec mon vieux qui chaque temps ramenait des livres à la maison. Et donc, c'est pas évident. Donc, eh bien, votre papa vous ramenait des livres à la maison. Maintenant, vous avez un enfant? Pas encore. Pas encore. Eh bien, quand vous aurez un enfant, vous aussi offrez des livres à vos enfants. Et donc aujourd'hui, ça veut dire que j'ai une petite bibliothèque dans ma chambre là, avec des romans que je passe de temps en temps à des confrères. Et donc, dire merci à Steve pour l'opportunité qu'il offre à ces jeunes-là, ces petits frères-là dans les établissements, et surtout de ne pas oublier cet aspect-là. En dehors de la foire du livre, c'est bien beau, les enfants vont découvrir de nouvelles parutions, de nouveaux livres et tout, mais il faut aussi mettre l'accent sur ces livres togolais-là qui tendent à disparaître. Je veux parler de Yves-Emmanuel Dogbe qui, entre-temps... Les grands auteurs togolais qui méritent également promotion. Il est rentré dans les oubliettes. Il faut de temps en temps ramener ces livres-là, exposer pour que nos petits frères, nos petites sœurs... Merci Steve Bojona qui va noter... Montessor, vous voulez placer un mot aussi avant que nous fermions la page littérature avec Steve Bojona? Oui, pour répondre un peu à Primus, quand il disait tout à l'heure que le Togo a tendance à fermer... J'apporte au livre. Non, c'est relatif. À mon humble avis, c'est relatif dans la mesure où aucune culture ne se laisse facilement dépouiller. Et pour se cultiver, il faut être volontaire. Il n'y a que la volonté. Il n'y a que la volonté d'abord. Ça, parce que, vous savez, les spécialistes vous diront qu'il existe plusieurs formes de lecture. Même pour regarder un match de football, il faut savoir lire. Voilà, donc le débat est là, et vous savez... Je parle de l'accord de Florence. Non, protocole de Florence, et l'accord de Florence et le protocole de Nairobi, on connaît, et les tergiversations du Togo à appliquer. Nous avons signé effectivement, et c'est passé à l'Assemblée nationale, mais nous savons effectivement qu'il existe des pesanteurs. Heureusement, des initiatives comme la Foire du Livre et d'autres initiatives viennent rendre un peu démocratique entre guillemets cet objet. Merci, et c'est important. C'est important, mais c'est important d'insister sur la volonté. C'est comme une flamme.
Quand on a la volonté, on y va. Merci Steve. Vous constatez que handicaps. Le sujet intéresse au point que nous sommes déjà à 35 minutes. Eh bien, juste rappeler que cette foire internationale du livre, ça commence le 8 novembre. Ce sera à l'espace à la Blue Zone Kakaveli, avec cible privilégiée les scolaires de nos écoles, collèges, lycées et universités. Espérons que le mot passera et que vous serez vraiment envahis par beaucoup de jeunes qui voudront en savoir davantage. Mais avant votre conclusion partielle, notre prince. Oui, je voudrais dire le même mot que Dieu donnait tout à l'heure, parce qu'il faut la volonté de lire. Si vous n'avez pas la volonté, vous ne pouvez pas lire. Au-delà de toutes les critiques que nous venons de suivre tout à l'heure, qu'est-ce que nous retenons? C'est d'appeler nos enfants, nos frères, nos sœurs qui sont sur les bancs de l'école, même au-delà de ça, de continuer par lire, parce qu'avant nous, on nous disait tout ce qui vous passe par la main comme écriture, faites l'effort de pouvoir lire. Et je me rappelle, il y a beaucoup de secrets qui se cachent dans les documents. Aujourd'hui, on a la facilité d'avoir l'Internet, mais à l'époque, on vous renvoie dans les bibliothèques. Et on a fait une aventure que je voudrais partager en classe de seconde, avec mon professeur de français, paix à son âme, M. Beto, qui m'a eu aussi à l'université avec M. Olivier Moussougan. On nous a donné le livre de Kwao Zoti, un auteur béninois, qui devait arriver à l'université de Lomé, et on a négocié en sorte qu'il passe quelques minutes à Aneho, à la bibliothèque municipale. Et on était en seconde, on nous a demandé de lire le roman et de faire un exposé, de faire un commentaire composé de ce livre de Kwao Zoti. Et le jour-là, l'auteur était surpris, il dit, dans notre commentaire, dans notre exposé, il n'avait même pas pensé à ce que nous avons développé. C'est-à-dire, au-delà des tests, il y a toujours des vérités qui sont cachées. C'est pourquoi on nous demande de faire l'exposé, de faire des exposés, de faire des commentaires composés parfois pour aller au-delà de l'auteur. C'est ce que je voulais partager. Sujet intéressant, mais on va devoir s'en tenir là aujourd'hui avec la conclusion partielle de Steve Bojona. Alors, c'est déjà de remercier les uns et les autres donc sur le plateau, de remercier également les auditeurs et auditrices, et profiter de l'occasion pour inviter mes deux amis Primus Monchoso ainsi que les autres, bien entendu, ainsi que les autres, à nous rejoindre le 7 novembre, journée internationale de l'écrivain africain, à la matinée de réflexion que nous organisons justement sur la mise en œuvre de l'accord de Florence. L'objectif est de pouvoir réunir l'ensemble des acteurs du livre et d'adopter un plaidoyer qui nous permettra de faire un travail de terrain afin justement de pouvoir régler plus ou moins, si on peut le dire ainsi, le problème en la matière. Donc, merci à vous, Steve Bojona. Merci à ce professeur Boyodé, qui trouve le temps de nous suivre en direct. Excusez-moi si je vous expose, professeur Boyodé, mais ça fait plaisir de savoir que des notoriétés nous suivent en direct au Club de la Presse. Sans transition, les dépêches qui nous viennent de la ville tricentenaire aux trois royautés, 2 fois capitale du Togo. Exactement, ça, même si ça fait rire, c'est une réalité. On peut pas le nier. La ville tricentenaire 2 fois capitale, comme tu le dis. Et aux trois royautés. Les 3 royautés, oui. C'est une fierté, c'est une richesse aussi, on peut pas le dénier. Bon, alors, je voulais dire justement que dans la semaine, j'ai parlé d'un chef quartier qui est dame. Il s'agit de Na Ako Adukwe Akwe 8, qui est le chef quartier de Degbenou, un grand quartier de la ville d'Aneho, qui a porté les destinées de ce quartier il y a 5 ans. Donc, toute la semaine dernière, elle a organisé plusieurs activités à l'endroit de la jeunesse, que ce soit le football, des concerts, etc. Et cet anniversaire qui était riche de culture, surtout la culture Guin et la culture Kotokoli, vous n'êtes pas sans savoir que son époux est Tim. Donc, on a eu à assister à plusieurs... une princesse... Adoukoe Akoe Daneho, dont l'époux est Tem Kotokoli. Bien sûr. Vraiment. Bien sûr. Et donc, la semaine a été riche en culture. L'union et le métissage en marche. C'est ça la vie. Donc, on a eu à assister à plusieurs danses thèmes et des danses gains aussi. Et donc, je voulais souhaiter un bon anniversaire à notre chef quartier
Et je pense que sa responsabilité aujourd'hui qui amène cette jeunesse de ce quartier à se comporter correctement. Par le passé, on a eu à assister beaucoup de choses dans ce quartier. Pas quand vous entendez le nom du quartier d'Egbenou, ça fait peur, mais aujourd'hui, la sérénité. Et pourquoi ça faisait peur d'Egbenou? Oui, c'est un quartier qui est proche de la lagune, oui. et là, la nuit, à partir de 18h, même, on peut vous dépouiller on pouvait vous dépouiller de votre porte-monnaie, téléphone et tout, mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Naadoukwé, elle a mis quand même une équipe de surveillance dans ce quartier où il y a la sérénité, la paix dans ce quartier. Merci. Pour ces 6 ans de règne, vous pourriez recommander... Non, pour ces 6 ans, vous pourriez lui souffler de penser également à des manifestations, par exemple, pour faire revivre le conte. On fera revivre les contes et les jeux que nos parents faisaient au clair de lune, avant qu'on soit envahi par la radio, la télévision. Ça a été fait autrement parce que le grand acteur que vous connaissez qui se trouvait dans le film de la RTDS, Togan, et dans le groupe Togan et Fousseni, Togan était là avec Badamassi et toute une équipe aussi qui ont quand même livré un message en langue locale pour amener les gens à comprendre comme vous le dites tout à l'heure. Mais on a connu une aventure malheureuse aussi le week-end. Boulesou qui a été battu par l'Astogopor. Malgré la domination de Boulesou, Dame Chance n'a pas choisi notre côté. Donc je voulais souhaiter beaucoup de courage à nos ambassadeurs des lacs et à toute l'équipe qui conduit cette équipe aujourd'hui. Ne pleurez pas, vous gagnerez prochainement. Alors nous parlions tantôt de contes, mais comment ne pas faire un clin d'œil à un monument sans vie à Louassio? Je ne sais pas s'il est toujours là. Ça fait quand même quelques temps que je l'ai écouté. Vous le connaissez sûrement, Montioso. Se produit dans quelques jours à l'Institut français de Cotonou, pour votre information. Eh bien... Alors, ça, vous m'avez arraché la parole rapidement. Je voudrais rappeler aussi que la traditionnelle cérémonie de tous les ans de Nana Ané au Hinikokwam de sous 15, la récompense du savoir et de l'excellence, a eu le samedi dernier au siège de la fondation Nana Ané 15 pour récompenser les meilleurs élèves et surtout signer encore de nouveaux contrats avec ceux qui sont dans l'excellence junior, qui sont accompagnés de la classe de 6e jusqu'en classe de terminale. Merci à vous pour cette dépêche que vous nous ramenez à chaque fois, quand vous venez dans ce studio. Eh bien, maintenant, nous attaquons la page sociopolitique avec cette dépêche. Pardon? Mais non. Les comptes, non, c'est juste pour adresser un clin d'œil à Sanvi Alouassio et tous ces compteurs qu'on voit de moins en moins. Sanvi Alouassio, il prend de l'âge. Ses camarades avec qui il nous émerveillait sont en train de disparaître. La compagnie que tu n'as pas été à Misseglilo exactement, à l'Institut Goueté. À la salle Sidibé, il était là au final. Ok, merci. Je vais seulement m'assurer que le compte ne mourra pas. Non. En fait, peut-être un mot aussi pour dire que Sanvi Alouassio a su transmettre. Ça, c'est important. Sanvi Alouassio, vous savez, il était l'un des monuments ou des pionniers de la compagnie Zitique, une compagnie spécialisée dans les contes théâtralisés, qui a fait le tour du monde, mais qui aujourd'hui a l'initiative d'une autre compagnie qui rassemble à la fois donc des conteurs de sa génération et des conteurs de la nouvelle génération. Et dans cette compagnie, vous avez beaucoup de... Alassane Sidibé, aujourd'hui plusieurs autres, Roger Atikbo, Edem Mojo, qui reprennent quand même le flambeau. Et ça, c'est important. Merci. Le conte au clair de lune, comme les jeux que faisaient les parents au clair de lune. Il y a quelques semaines, j'étais invité par un ami à la fête à Katezan, à Dzafi, la préfecture de Yoto. Et là, il y a un groupe de femmes qui avaient repris les jeux que faisaient les dames, les jeunes filles au clair de lune. C'était vraiment émouvant à l'occasion de nos fêtes traditionnelles, si à côté des grands discours, chaque canton, chaque village peut nous faire revivre ces jeux d'antan au clair de lune, ce serait vraiment heureux. Alors ça, c'est Alouassio sans vie. J'ai suivi avec intérêt le film Bienvenue au Gondwana de Maman, le franco-nigérien. Et quand vous suivez ce film, vous allez vous rendre compte que Sanvi Alouassio
il a pris une part active dans la réalisation de ce film. Il est même acteur de ce film. Et à chaque fois, il revenait avec des comptes, par intermittence, il revenait dans le film. Et quand il a été question de ce président dictateur fondateur de la République de Gondwana, à chaque moment, Samvi Alwasso revenait dans le film, il donnait des comptes et des citations, ça ravivait un peu, ça donnait de la vie à ce film-là, et ça fait chaud au cœur pour savoir que c'est un Togolais qui faisait ce show-là dans ce film. Merci. Maintenant, nous allons passer des arts et de la culture à la politique. Et la dépêche ce matin, si vous étiez sur les réseaux, vous aurez appris que le phénomène Habia Nicodème n'a pas fini de se parler de lui. Aux dernières nouvelles, il vient d'être admis à partir pour le Ghana. Son équipe dit qu'il a été retenu un moment au service d'immigration, mais finalement, à Wali, à Hamadou, Nicodème Habia est parti pour le Ghana. Ouf dirait ses amis, ses proches, et surtout sa famille biologique et politique. Et Nicodème Habia est finalement parti. Il a franchi la frontière vers les 9h, 10h moins. Et au départ, c'était quoi? C'était dit que, arrivé à la frontière Togo-Ghana, toute son équipe a été bloquée par l'immigration togolaise, notamment les policiers et les gendarmes togolais, qui, on a appris qu'ils demandaient un laissez-passer d'un certain haut gradé de l'armée. Donc, tout portait à croire qu'on faisait allusion au ministre de la Sécurité Yark, qui avait eu entre-temps quelques échauffourées, j'allais dire, avec son homologue ghanéen Albert Kadampar. Et donc, très tôt, les réseaux sociaux ont été pris d'assaut par certains militants et certains proches du député, et qui ont alerté. Et finalement, on a appris que au lieu de remettre ce papier-là qu'on réclamait à tort ou à raison à l'honorable Habia, finalement, on lui a dit où est votre passeport. Il a remis son passeport et puis il a traversé la frontière. Et donc tout le débat qui se faisait autour, je voyais que c'était pas aussi important. On va quitter les débats, mais est-ce que vous savez ce pourquoi Habia Nicodème s'est rendu au Ghana, alors que son équipe nous a appris que depuis samedi dernier, il avait commencé à alléger un peu la grève de la faim. Voilà, donc c'est ça. Il nous disait que c'est la santé, que son état de santé est un peu critique. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'entre-temps, il a été amené à la clinique Biassa. On sait qu'à Lomé ici, la clinique Biassa, c'est la référence en matière de soins. Il y a quand même des cliniques. Il y a des cliniques, il y a des soignants. Oui, ce n'est pas une publicité gratuite, mais c'est pour dire qu'ils ont du matériel et on ne comprend pas pourquoi l'honorable Habia voulait coûte que coûte aller se faire soigner à Accra. Mais c'est son plein droit d'aller se faire soigner à Accra. Voilà. Monsieur Habia qui vient de partir au Ghana se faire soigner. Bon, la question que pose Wali à Hamadou est quand même légitime. Au Togo ici, est-ce que Habia Nicodème ne trouve pas un seul centre hospitalier, public ou privé, pour se faire soigner? Parce que nous nous en prenons souvent aux officiels. Et que pour un mal de tête, pour une fièvre, ils prennent l'avion, ils vont se soigner à l'extérieur. Autant nous critiquons ceux qui sont au pouvoir, autant on peut se demander pourquoi un homme politique de l'opposition trouve que c'est au Ghana qu'il va se faire soigner des suites de sa grève de la faim. Montioso? Oui. Non, c'est une très bonne question. Et Awali fait très bien de chuter en disant que de toute façon, il est du plein droit de Habia en tant que citoyen de choisir librement où aller se faire soigner. Mais vous savez, quand on est un homme politique et qu'on pose des actes, en tout cas les actes des hommes politiques sont lisibles sur plusieurs plans. Il y a forcément le côté officiel, il y a le côté officieux. Et il y a le côté qui permet effectivement à l'opinion de se poser des questions. Et nous sommes fondés de nous poser des questions effectivement nous-mêmes. C'est-à-dire, d'ailleurs même, grève de la faim allégée,
Nous en parlons aujourd'hui d'ailleurs dans notre billet à Togo Matin. C'est un nouveau concept émergent dans la crise togolaise où on a grève de la faim. Oui, on sait ce que c'est. Grève de la faim allégée. Nouveau concept. C'est-à-dire grève de la faim et à la fin grève de la faim allégée. Mais il y a tant de questions autour de ça. Mais c'est normal que, en fait, on choisisse à un moment cette arme pour se faire entendre. Et en tout cas, Habia a réussi à se faire entendre. Habia a même réussi d'une certaine manière à faire déplacer un avion militaire médicalisé ghanéen et finalement choisir ou lorgner que le pays, oui, justement, doit quitter l'avion militaire médicalisé pour se faire soigner. Il nous semble que oui, grève de la faim allégée, ça veut dire aller nécessairement se faire soigner au pays justement. Merci. Où un Habia avion est à sa 3e semaine de la grève de la faim, sèche ou allégée, mais Habia a du chemin à faire encore pour battre le record qu'un Ukrainien vient d'établir, plus de 4 mois de son nom, Olgan Senstov. Oui, Senstov, qui après 4 mois de grève, un réalisateur a mis fin à sa grève de la faim la semaine dernière parce qu'il voulait éviter que les autorités russes le nourrissent de force. Voilà. Oui. Primus. Nous sommes dans l'exercice de la liberté d'expression. Oui. Et quand un citoyen pose l'acte symbolique de la grève de la faim, c'est pour attaquer quoi? Ou bien pour signifier quoi? Que le régime en face est un régime dictatorial. Oui. Et c'est la réponse de l'État qui donne le degré de maturité de cette liberté d'expression. Alors moi, tout ce théâtre qu'on a fait, la dernière fois, j'avais demandé à Montoso ici, qu'est-ce que ça coûtait à l'État togolais d'aller porter ce pouvoir? Tu vois, nous sommes en politique, et les politiciens se nourrissent de gestes symboliques. Et le gouvernement ne sait pas faire de gestes symboliques. Chaque fois, ils cherchent des gens pour le défendre. Mais ils n'ont jamais d'acteurs politiques qui sachent poser des actes politiques. Habia est un homme politique. Sa grève de la faim est un symbole politique. Quelle est la réponse du camp adverse? Il n'y en avait pas. La force. Si, le camp adverse a trouvé que Habia Nicodème fait de la comédie. La dernière fois, je ne l'ai pas dit ici à la radio. Eh bien, dites aujourd'hui. Les avions volent dans des couloirs déterminés. Aucun avion n'a le droit de se déplacer dans un couloir militaire. Un avion de ligne commerciale, en fait. Maintenant, si un avion militaire se déplace, forcément c'est dans un couloir militaire. Et le code aussi existe. Donc, on ne va pas nous dire qu'un avion militaire quitte le Ghana et c'est à l'aéroport de Lomé qu'on s'en rend compte, on ne lui donne pas l'autorisation. Tu vois? Merci, voilà. Merci. Eh bien, la dépêche, c'est que M. Habia Nicodème est actuellement au Ghana. Quand nous en saurons davantage sur son agenda, est-ce qu'il va seulement se faire traiter ou bien en homme politique? Est-ce qu'il prévoyait d'autres activités rencontrer quelqu'un? Quand nous en saurons, nous vous en parlerons. Maintenant, nous allons transporter dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Vous avez appris hier, M. Daman Dramani qui a convoqué ses camarades députés à une session plénière et nous venons d'apprendre une indiscrétion. Les députés viennent d'inscrire à la séance de ce matin l'élection des membres pour la nouvelle CENI. Là, c'est la dépêche. Mais au-delà de la dépêche, est-ce que quelqu'un peut nous dire si les députés ont évolué dans le sens de la validation des oui-non que la coalition a envoyé pour la représenter à la CENI? Monchoso? Ils devaient se rassembler le vendredi passé. Non, nous parlons d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le sujet est inscrit. Je dis bien qu'ils devaient se réunir le vendredi passé. Et tous les regards étaient focalisés sur ce vendredi-là, parce qu'on estimait que, voilà, comme la CENI avance dans ses travaux et que de l'autre côté, c'est-à-dire dans le camp de la coalition, on n'épouse pas le fait que la CENI poursuive ses travaux. L'Assemblée nationale devait se réunir rapidement et trancher justement parce que il y a l'équation UFC. Il y a l'équation UFC sur cette liste qui est envoyée et nous savons que là-dessus,
En tout cas, rien n'est encore joué. Attendons de voir parce que. Si je peux réagir. Oui. Dans Togo Matin, de ce matin-là, où, avec la photo de Bahara à la une, qui nous fait comprendre que l'opposition n'est pas une alternative sérieuse. Non, en fait, Togo Matin, je passe sous le contrôle de Montchosso. C'est un extrait qui met à sa manchette recensement législatif et révolte. Gilbert Bahara qui dit, citation, personne au sein de l'opposition n'incarne une alternative sérieuse pour le Togo. Je crois, Montchosso, que là, c'est l'interview que Gilbert Bahara que vous reproduisez. Oui, voilà. Non, mais que nous traitons. Voilà. Parce que, effectivement, il a accordé une interview à un site basé à Paris qui s'appelle Africa Stratégie. Enfin, c'est l'interview qui nous sert de point d'appui pour faire le... Très bien, c'est très bien. Que les lignes ne soient pas sérieux. Si l'opposition va s'asseoir à la Commission électorale nationale indépendante, ce n'est pas parce qu'il... L'opposition va se faire représenter à la CENI. Représenter, donc s'asseoir là-bas. Ouais. Ce n'est pas... C'est la feuille de route de la CEDEAO qui donne ça. Le monsieur qu'on a interviewé nous a dit que le premier recensement se fera dans la première zone jusqu'au 8. Aujourd'hui, c'est le 9 que l'Assemblée décide de leur entrée. C'est sérieux? Pourquoi c'est pas sérieux? Mais non, est-ce que c'est sérieux? Mais puisque... C'est sérieux de la part de qui? Je pose quand lui trouve que les autres ne sont pas sérieux. Vous posez la question à M. Bahara. Alors, M. Kadanga, c'est M. Kadanga qui a décidé. C'est le président de la CENI qui a décidé. Monsieur Kadanga qui a décidé effectivement de proroger de 48 heures. S'il vous plaît, de 24 heures plutôt. Comme vous adressez votre question à M. Bahara, moi, la morale m'a appris qu'on ne parle pas de l'absent. Donc, comme Bahara n'est pas sur studio, vous irez après lui transmettre votre question. Revenons au sujet de la CENI. Donc, les députés qui traitent à leur séance d'aujourd'hui de la validation des oui, non que la coalition a envoyé à l'Assemblée nationale. Nous verrons ce qu'il en sera. Mais déjà hier, la coalition a tenu sa conférence de presse devant les médias. Entre-temps, la coalition a encore dit qu'ils ne prennent pas part au recensement qui se fait actuellement, que lorsque leurs représentants iront à la CENI, ils vont demander que tout cela soit remis à plat. Mais ce n'est pas fini. Pour la CENI, et c'est le confrère de l'alternative qui nous le dit ce matin, CENI, la coalition des 14, réclame un président neutre. Voilà, donc, quand leurs 8 représentants seront allés à la CENI, maintenant, ils demandent que la présidence de la CENI soit confiée à une personnalité neutre. Entre-temps même, ils disaient que la piste d'une personnalité étrangère n'est pas exclue. Jeff, le prince... comme pour dire que pendant que la CENI, présidée par Kadanga, continue le recensement, la coalition également tient à réitérer ses exigences. Bon, vous savez, c'est des démarches politiques. Moi, je pense que l'opposition est dans son rôle parce que depuis, comme toujours, l'opposition a toujours appelé que les choses ne vont pas bien. Et la CENI qui a commencé son travail, et je ne suis pas sûr que c'est à quelques jours que l'opposition va demander maintenant à la population d'aller se faire recenser. Elle sera contradictoire à sa démarche au début. Les élections, je voulais faire une parenthèse, les élections qui sont tenues même dans un pays africain, ça doit être... Le Cameroun? Oui, le Cameroun. Ce matin, quand vous suivez la radio France Internationale, il y a un opposant qui se déclare déjà vainqueur, et c'est un autre opposant qui lui dit que nous devons respecter les lois de la République. Et il dit que par quel moyen lui sait qu'il est déjà vainqueur à cette élection, parce que c'est seulement par les procès-verbaux qu'on peut, et pour plus de 25 000 bureaux de vote, lui ne sait pas comment lui il a déjà rassemblé les procès-verbaux pour pouvoir se déclarer vainqueur à cette élection. Donc ça veut dire il y a un problème de légitimité qui se pose dans l'opposition. Une opposition qui est là, est toujours là pour s'opposer ou critiquer ce qui ne va pas. Et quand vous prenez le cas du Togo, depuis fort longtemps, on dit les choses ne vont pas bien. Je ne pense pas que c'est à la veille qu'il faut dire aux gens d'aller se faire recenser. Mais le constat est que malheureusement, comme je l'ai toujours dit, l'opposition togolaise reste souvent à Lomé
ou à Tchévier, ou à Neho, ou à Takpamé quelque part pour dire que c'est la population, c'est le peuple. Je me demande quelle a été la stratégie mise en place par la C14 pour aller dans les villages, dans les points reculés, pour expliquer pourquoi vous demandez aux gens de ne pas se faire inscrire. Malheureusement, le constat est contraire sur le terrain. Pour preuve, la préfecture des Lacs, quand je prends la population, que je n'ai pas encore cherché à connaître, mais j'ai vu le nombre d'inscrits dans la préfecture des Lacs, ça fait 11 816 hier à la clôture. 11 816 hier à la clôture. Sur combien d'habitants? Enfin, je l'ai dit tout à l'heure que je ne maîtrise pas encore le nombre d'habitants, c'est-à-dire la population pour faire la part des choses. Mais le nombre déjà, ça pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions et ça peut interpeller. Quel est le travail qui a été fait? Est-ce que le mot d'ordre de boycott a été suivi par la population ou non? Aujourd'hui, les gens vont tergiverser. Il y a d'autres qui vont dire le taux de participation, ce n'est pas ça. L'affluence, ce n'est pas ça. Malheureusement, quand vous prenez certains quartiers de Lomé, les gens se pointent à 4 heures du matin parce qu'on se dit l'affluence est grande. Et alors, moi, j'attends pour le dernier jour que la CENI a prolongé, c'est-à-dire la journée d'aujourd'hui, on attend pour qu'on clôture et que chacun essaye de donner les raisons. Et l'opposition pourra voir si le mot d'ordre de boycott a été suivi. Et la CENI aussi nous dira si la population dans la zone 1 a été inscrite véritablement, oui ou non. 93.5 Canal FM. Nous revenons ici au studio avec cette information que nous donne un ami qui a été candidat aux 2 dernières élections législatives dans la préfecture des Lacs et Bamono, qui nous dit que en 2013, au moins, il y avait 152 560 habitants dans la préfecture des Lacs et Bamono. On va comparer ça avec les 11 000 dont Jeff le Prince nous disait que c'était inscrit hier et chacun en tirera ses conclusions. Mais le recensement, justement, parlons-en, ça devait finir hier et nous étions en pleine émission quand nous avons eu la dépêche que la CENI prorogeait l'opération de recensement pour aujourd'hui, 9 octobre. Naturellement, des journaux en parlent, dont Awali Ahamadou, votre journal L'éveil de la Nation, vous relevez que face à l'affluence, la CENI a prorogé l'opération de recensement encore pour 24 heures supplémentaires. Oui, 24 heures encore pour permettre à ceux-là, surtout ceux-là qui sont dans les queues, quand vous circulez un peu partout dans la ville et ailleurs, dans la zone 1, vous voyez qu'il y a des gens toujours dans les queues. Et moi, il a fallu cette prolongation pour avoir ma carte. Ça, c'est une anecdote. C'est ce matin j'ai pu avoir ma carte. Ça veut dire que si la CENI n'avait pas prolongé, vous n'aurez pas... Je n'aurais pas ma carte, okay. Malheureusement, puisque j'ai fait 3 jours. J'allais, je revenais. Il y avait aussi le boulot qui attend aussi. Donc, et finalement, j'ai déposé ma carte et ils m'ont appelé, qu'ils m'ont enregistré, donc de venir prendre la photo. Donc, c'était important cette prolongation, mais 24 heures, nous avons trouvé aussi à l'éveil de la Nation que c'était très peu. Et que, oui, nous avons dit que c'était très peu. En français facile. En français facile, c'est que ça ne permettra pas à tout le monde, surtout ceux qui sont toujours dans les centres de recensement. Je parle de ceux-là. Je ne parle pas de ceux qui sont à la maison. Ceux qui sont dans les centres de recensement, je ne suis pas sûr qu'à 17h, tous vont rentrer avec leur carte d'électeur. Vous voyez? Donc, il y aura toujours des gens dans les centres-là qui n'auront pas leur carte. Et pourtant, d'autres sont là depuis 2-3 jours. Donc, je parle de ceux-là qui sont déjà déplacés, mais qui malheureusement vont retourner à la maison bredouilles, sans leur carte là, laissant derrière eux leur travail, leurs activités. Pour ne pas dire qu'une autre prolongation... est souhaitable. Souhaitable. Voilà, souhaitable. Justement, pour corroborer ce que Awali a dit, exactement, la ministre des Postes, Madame Sina Lawson, vous a dit la même chose hier. Elle est venue se faire inscrire, se faire enrôler à Aneho, à la mairie, au centre de recensement d'Aneho. Et quand on lui a accordé une interview, elle me disait qu'elle faisait partie de ceux-là. Quand vous lui avez demandé une on lui posait la question, elle disait justement qu'elle faisait partie de ceux-là qui pensent qu'on devait même prolonger à plus d'un jour. Mais ça, c'est un avis personnel. Oui, c'est son avis personnel. Qu'elle est très contente qu'on a quand même eu 24 heures de plus, mais elle souhaiterait que ça puisse se prolonger, voyant les files qui attendent dans les centres de vote. C'est ce qu'elle au travers. Merci. Pour le confrère l'Union pour la patrie, le prolongement du recensement dans la zone 1 est la preuve par 4
du succès de l'opération, de cette opération de recensement, pendant que le confrère Vision d'Afrique écrit, lui, prorogation d'une journée, est-ce un amortisseur à la crise? Et les Vision d'Afrique rappellent que l'opposition continue à exiger l'arrêt du processus électoral et que le nouveau président de la CENI soit une personnalité neutre. Autre journal, c'est l'Audience qui écrit, lui, lutte politique et processus électoral en cours au Togo, de l'affluence des populations pour se faire enrôler à la prorogation du délai de recensement en zone 1 entre appareils souvent en panne de la société ZETES et la mauvaise organisation des acteurs. La population togolaise demeure tristement victime de son histoire. Et pour revenir à l'appel de la coalition à boycotter l'opération de recensement, Vérité des peuples, il lit que les opposants togolais rééditent les bévues de 2015. Primus Genou, pour dire que même déjà quand on parcourt les titres de journaux, on peut dire que c'est dans une atmosphère bizarre que cette opération de recensement s'effectue. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Faut pas mentir. Avant, quand c'était normal, les écoles étaient pleines. Chez moi là-bas, au Vieux-Pays, les gens sont dans l'hésitation. Beaucoup sont dans l'hésitation. Certains sont venus dire ok, je vais faire savoir. Bon, si l'opposition revient et qu'on nous dit on va revenir. Donc, vous voyez, donc les gens sont dans l'hésitation. Et puis les centres, les centres sont pauvrement équipés. Les centres de recensement sont pauvrement équipés. Pourquoi on dirait qu'ils ont un problème de manque de matériel. C'est dû à quoi? On ne sait pas. Ce qui fait que le petit nombre aussi qui est sorti, on a mis beaucoup de temps pour les recenser. Il faut rappeler que des gens passaient pratiquement la journée entière avant de se faire recenser, ce qui est un gâchis quand même pour les activités économiques. C'est ça. Donc il faut c'est ce côté. Donc on ne sait pas. Enfin, 8 jours, c'est trop peu. C'est trop peu. Les gens le peu de gens qui sont là pour recenser les gens, ils sont débordés. Ils sont débordés parce que il y a beaucoup de salles que j'ai vues, ils n'ont qu'un seul kit là. Alors que généralement c'est deux kits par salle. Non, il faut sortir, se mettre dans la masse et voir ce qui se passe, sans parti pris. C'est ce qui. Au vu de ces difficultés techniques, je faisais un tour avec un ami de Canal FM dans un centre de recensement, quand les gens disaient qu'ils avaient l'impression que la CENI se faisait complice de l'opposition dans l'appel au boycott de cette opération. Alors justement, Awali Ahamadou, en fin de journée, on verra si la CENI va arrêter l'opération aujourd'hui dans la zone 1. Voilà, ou prolonger. Mais de la CENI à la coalition des 14, est-ce que l'un ou l'autre peut être légitimement fier de son attitude? La coalition pour l'appel au boycott ou bien la CENI pour le recensement? Est-ce que l'un et l'autre pourra être légitimement fier de ce qu'il a fait ou bien n'a pas fait dans cette opération de recensement? Je pense que les acteurs interpellés vont répondre. Puisqu'ils vont répondre, mais en ce qui me concerne, c'est que la CENI, c'est vrai, quand le doyen parle de l'affluence qui n'est pas de mise par rapport aux autres séances, je m'inscris un peu en faux. Quand vous voyez... Et donc c'est relatif. Oui, les dernières législatives, c'était pendant des vacances. Vous voyez, quand il parle des élèves et tout, c'était pendant les vacances. Et aujourd'hui, on est en pleine rentrée scolaire. Donc, il y a certaines écoles qui se trouvent victimes collatérales du recensement. Victimes collatérales de ce recensement-là. Donc, il y a cet aspect qu'il faut voir qu'au moment où on fait le recensement, il y a beaucoup d'élèves en âge de voter qui sont aussi
dans les salles de classe qui n'ont pas pu le faire. C'est vrai, on a vu des dépêches où certains proviseurs demandent à leurs élèves d'aller se faire recenser. C'est bien citoyen. Mais revenons à la question, la CENI... Mais sauf que le travail des proviseurs, c'est pas de demander aux élèves d'aller se faire recenser. C'est pas le travail, le travail. Puisque le vote au Togo n'est pas obligatoire, vous voyez. Est-ce qu'il a accordé la permission aux élèves d'aller se faire inscrire ou bien il a demandé? C'est deux choses différentes. Faisons attention parce que le proviseur peut dire, si vous demandez une permission d'aller vous faire enrôler, moi je vous autorise, vous êtes libre. Mais à un proviseur de demander à ses élèves d'aller se faire enrôler. Ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son travail, voilà. Revenons donc. Voilà, donc souvent, ces opérations de recensement, ça commence timidement. Vous voyez, que ce soit en 2013, en 2015, ça commence timidement et c'est vers la fin qu'on, d'habitude, on retrouve les affluences et tout. Et donc, au niveau de la coalition, c'est vrai, l'appel au boycott, nous avons dit dans notre journal, dans l'apparition d'aujourd'hui, que les populations se sont entendues pour boycotter le boycott de l'opposition. Vous voyez, et dans les centres, même dans les quartiers réputés être fiefs de cette opposition-là, où vous allez tout à l'heure, vous verrez des gens dans les queues en train de se faire recenser. On se dit même, est-ce que ces populations-là étaient même au courant de cet appel à boycott, puisque l'opposition a lancé l'appel à boycott, mais elle n'a pas mis les moyens d'implémenter. Oui, voilà. Donc, elle n'a pas mis les moyens, parce que quand on lance un appel comme ce genre, il faut des moyens de communication. Il faut des moyens de communication et l'opposition n'a pas eu ces moyens-là. Et pourtant, elle s'est lancée en disant allez boycotter, mais finalement, la population, je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'a pas eu l'information ou c'est parce qu'elle est décidée finalement à aller avoir sa carte d'électeur. Les gens sont dans les centres, il y a l'affluence et l'opposition n'a que ses yeux un peu pleurés. Et puis il y a un fait, c'est que on n'a jamais repris l'opération de recensement. Ça, c'est un fait que les gens font semblant de ne pas reconnaître. On peut peut-être à la rigueur dire, ok, la CENI est maintenant inclusive, on vous ajoute une semaine encore, ou bien 5 jours. Mais reprendre totalement, je dis, c'est pas possible. En fait, le ministre Gilbert Bahorah l'a dit depuis, qu'il n'y aura pas de séance de rattrapage pour le recensement. Ça c'est le ministre Bahorah. Mais ici, les accords, les acteurs sont déjà autour de la table et peuvent s'entendre avec la CEDEAO pour dire nous sommes maintenant à la CENI, voilà ce que nous voulons, mais le fichier, comme on le dit, reprendre carrément, jeter ce fichier à la mer, je dis, ce sera un peu difficile. Merci Jeff. Nous aurions souhaité avoir face à nous le président de la CENI, d'un côté la coordinatrice de la coalition, comme ça nous leur demanderions à l'un et à l'autre si M. Kadanga est vraiment fier de cette opération de recensement de la zone 1 et si Mme Adjamagbo est fière de son appel au boycott. Vous venez de poser une question fondamentale. Pour cette opération, on constate véritablement que cette CENI n'a pas mis les moyens de communiquer plus. Et par le passé, c'est-à-dire prévenir la population, informer la population et que le président de la CENI soit disponible, aller sur les médias, expliquer qu'on peut le recevoir sur le plateau de la télévision nationale, de la radio nationale, de parler à la population l'intérêt de se faire enrôler. On n'a pas senti cela. Est-ce qu'on se reproche quelque chose? Moi, ça a été une question que je me suis posée personnellement. Revenons à ta question, la même question que vous avez posée à Wali. Contrairement à d'autres pays qui ont eu quand même eu à observer l'alternance ou l'évolution, c'est le peuple qui a pris sa responsabilité et les politiciens sont venus après. Contrairement à notre pays, c'est les politiciens qui sont devant et demandent à la population de faire. Maintenant, c'est la population qui décide. Est-ce que je dois suivre le mot que le politique me dit ou bien je choisis ce que je dois faire? Et malheureusement, c'est ce que nous constatons au Togo. La politique togolaise n'a pas évolué depuis 1990 parce qu'on a toujours pensé que c'est nous qui connaissons mieux. Nous devons nous énerver contre cette population pour dire, vous dites que vous avez fait, on vous demande de faire ceci, vous ne faites pas. Et les gens s'énervent. En réalité, dans d'autres pays, c'est la population qui prend sa responsabilité et après les politiciens viennent. Malheureusement, ici, on vient sur les médias, on demande à la population de faire. Moi qui suis à la maison, je choisis. Parce que celui qui me demande ne me donne pas à manger. Et le parti au pouvoir, et l'opposition aujourd'hui, les Togolais ont fait. Est-ce que vous donnez à manger à quelqu'un? Maintenant, si l'opposition dit boycotter, le pouvoir dit allez vous faire enrôler, je suis à la maison, je décide. Et c'est ce que les Togolais sont en train de faire aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu nous a dotés tous du libre arbitre. Tout à fait. Très bien.
ceux qui se sont fait recenser comme ceux qui ne l'auront pas fait. La suite logique, c'est les élections. Et à ce niveau, Montchosso, vous demandez, c'est Togo Matin qui se demande si on s'achemine vers un boycott des prochains scrutins par cette frange de l'opposition qui appelle au boycott du recensement. Et, oui, mais la question forcément est pertinente aujourd'hui parce que nous le posions déjà à ce problème. C'est-à-dire que même pour être candidat effectivement à ces élections, législatives notamment, il faut se faire inscrire soi-même. On peut se demander, c'est-à-dire le refus catégorique de l'opposition, etc., etc., alors qu'on sait qu'elle a, en l'occurrence, la coalition a marqué son accord pour le processus électoral. D'ailleurs, la belle preuve est qu'elle se bat pour intégrer la CENI, vaille que vaille, qu'on le veuille ou non. Mais elle a envoyé une liste. Elle n'a pas boycotté, justement, mais la demande du comité de suivi, justement, d'envoyer une liste. Mais ça, c'est dichotomique aussi. On se bat quand même pour intégrer la CENI, vaille que vaille, quelles que soient les histoires. Et justement, ils demandent que quand les leurs auront intégré la CENI, ils reprennent l'opération de recensement. Mais quand on marque... On recompose la CENI. Non, quand on marque son accord pour un processus électoral, avec un calendrier défini par... Je dis aujourd'hui, nous avons un saint à qui nous vouons, c'est le comité de suivi donc des travaux de la CEDEAO, parce que justement ce comité de suivi a réalisé un miracle, c'est d'avoir réussi à obtenir la parité à la CENI. Beaucoup ne s'y attendaient pas, mais au moins ce comité de suivi a réussi à nous offrir cela, et beaucoup d'acteurs ont salué. Mais c'est important. Mais sauf que c'est pas la CENI paritaire qui fait le recensement actuellement. Oui, mais de toute façon, la coalition se bat où est d'accord aujourd'hui, n'importe comment, pour intégrer, dans la mesure où elle a envoyé une liste. Elle n'a pas boycotté, au moins, ce fait-là. Elle a envoyé quand même sa liste. Et la liste sera traitée, justement, par l'Assemblée nationale. Mais pourquoi ne boycottons pas, justement, cela? Primus, voilà l'équation devant laquelle la coalition se trouve posée. Bon, on verra ce que la séance va donner aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais si les représentants de la coalition vont à la CENI, est-ce que la CENI reviendra sur les opérations de recensement? Si ce n'est pas le cas, quelle conclusion la coalition devra-t-elle tirer de son appel au boycott? Au Togo, nous avons l'habitude de ne pas solutionner les problèmes. La CEDEAO a dit qu'on va tenir compte aussi du vote de la diaspora. Le réassociement là, dans la zone 1 et dans la zone 2, elle va recenser la diaspora quand et comment. Vous voyez, c'est-à-dire que l'application, le gouvernement a choisi d'appliquer la feuille de route, je ne sais pas, partiellement. Il n'y a pas de rattrapage. Cela veut dire qu'on a fini le recensement. Bon, maintenant, quand les élections vont arriver, la diaspora y participe comment? Ça n'a pas été recensé. Primus, ma question demeure à l'endroit de la coalition. Si ces représentants sont admis à la CENI, est-ce que la coalition va réussir à ce que la CENI reprenne le recensement? Mais si c'est pas repris, quelle conclusion la coalition tirera-t-elle de son appel au boycott? J'avais déjà dit sur les antennes que M. Kadanga le met devant le fait accompli. Moi, je fais ce que je veux. Au fond, c'est l'attitude qu'il a dit. Moi, je fais ce que je veux. Faites le vôtre après. On a dit que la CENI, qui doit faire le recensement, sera composée à égalité. Maintenant, c'est ce pourquoi la coalition continue à se battre. Voilà. Maintenant, le recensement est en train de se terminer. Dans la zone 1. Dans la zone 1. Et la coalition n'a toujours pas encore intégré la CENI. Donc déjà, conséquence logique, elle est déjà faussée. Parce que c'est les deux là qui doivent nous faire le recensement. La partie qui faisait le recensement avant a continué. Et continue. Et on nous fait comprendre, c'est ce que j'ai bien compris mes collègues ici, que ce qu'ils ont fait, ils ont déjà fini, aura force de loi. Parce que c'est déjà fait. On ne peut plus y toucher. C'est ce qu'on craint. Bon, donc,
quand la coalition va intégrer la CENI, on ne fera plus rien puisqu'on a déjà fait les choses. Moi, enfin, vous n'avez pas bien compris, mes collègues. C'est ce que j'ai cru comprendre à cette table. Ou bien je me trompe. Oui, l'adage populaire dit curieusement que les retardataires ont toujours tort. Mais et ça, qu'on le veuille ou non, à plusieurs situations, cela est applicable. Ceux qui sont à la CENI aujourd'hui ne sont pas venus en tout cas ne sont pas tombés du ciel. D'accord ? Comme certains le font. Non, ils ne sont pas tombés du ciel. Mais il y a eu tout un processus. Ils ont prêté serment, etc., etc. Mais pour que les représentants de la coalition aujourd'hui, qui se trouvent sur une liste qui est sur la table de l'Assemblée nationale intègre à la CENI, il faut un processus, naturellement. Le processus est en cours. Mais sauf qu'il existe un calendrier parce que nous sommes en crise. Il y a une instance qui gère notre crise, qui a élaboré un calendrier, un chronogramme des élections, et nous savons tous que le temps presse. On est bien d'accord. Nous savons tous que le temps presse. Et d'ailleurs, même par rapport justement à cette liste envoyée à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il existe un problème. L'équation UFC qui n'est pas totalement encore solutionnée. Mais parce qu'il faut que, si on est légaliste, ou si on veut forcément rester dans une démarche politique, que l'Assemblée nationale tranche ce problème. On est bien d'accord. Mais, comme je le dis, comme les retardataires ont tort, on ne peut pas, parce qu'il existe un calendrier. Et vous savez d'ailleurs, ceux qui gèrent la crise, justement, leurs experts, qui suivent le travail qui est en train d'être fait par la CENI aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'on fait confiance au moins aux experts de la CEDEAO? Oui ou non? Beaucoup de questions restent encore posées. Beaucoup de questions restent encore posées. Si on ne fait pas confiance aux experts de la CEDEAO, on dira à Moutiosso que les retardataires ont peut-être tort, mais ce qui est évident, c'est que ce qui se fait actuellement ne se fait pas de façon inclusive. C'est clair. Alors, d'où cette question sur laquelle nous allons partir, Awali Ahamandou. Est-ce que la coalition réussira à faire reprendre le recensement dans la zone numéro 1, ou bien est-ce que la coalition sera obligée de gérer les conséquences de son appel au boycott? Nous n'avons pas réponse à cette double question. On va s'en tenir là en recueillant vos cartons du jour. Awali, vous êtes joliment habillé en bleu et blanc, mais les cartons, c'est vert, jaune et rouge. Et je rappelle à Awali, les cartons se décernent sur des sujets à des personnalités qui n'ont pas été débattus au jour ici au studio. Alors, un carton vert de mon journal à Dr Charles Birega, il est directeur général fondateur de l'École supérieure des affaires ESA, qui fait un très bon travail depuis la création de cette école-là, avec des innovations chaque année. Et donc, carton vert à lui, s'il nous écoute, carton vert, et qu'il continue les innovations pour que l'école puisse encore faire briller le nom du Togo à l'international. L'évêque de la nation qui décerne carton vert à M. Birega à son école. Mais hier, dans un journal, je lisais un communiqué qui portait plutôt critique acerbe, pour ne pas dire une forme de carton rouge à M. Birega. On fera la part des choses. Jeff le Prince. Vous, c'est chemise blanche, cravate noire, mais maintenant votre carton. Non, c'est tenue que le doyen Primo s'apprécie bien. Je ne sais pas si vous l'a dit. C'est son look. Je voudrais bien apprécier votre carton. C'est son look. Alors, non, je n'ai pas de carton. Je voulais justement attirer l'attention du directeur général de Togo Cellulaire que la population de la préfecture des Lacs souffre avec les problèmes de réseau, surtout de connexion, il y a presque plus de 2 semaines. Et nous avons abordé même ce sujet avec le chef d'agence pour lui poser le problème. Nous a dit qu'il va remonter. Donc j'attire l'attention du DG Acha de dire que la préfecture des Lacs souffre avec le problème de connexion. Vous achetez la connexion, c'est-à-dire votre méga même, le temps va passer, vous ne l'utilisez pas, c'est fini. Alors que la connexion n'est pas bonne, ça marque toujours eux. Donc je voudrais attirer son attention. Merci. Monsieur Tchadidji a recueilli votre interpellation, mais hier vous aviez
au sommet de monsieur Afo Deji Acha. Oui, Et il y avait la ministre Sina Laosson. Oui. Vous l'avez interviewé sur le recensement. Est-ce que vous avez également posé le problème que les parents de Sina Laosson ont à communiquer Non, avec en fait, le directeur de Togo, ça c'est au plan technique. Oui. Alors que madame la ministre, c'est au plan politique. Donc, je prends soin de C'est rappeler juste cela pour savoir si vous techniquement. avez posé la question à madame Sina Laosson hier. Que Les problèmes de connexion que vous avez dans les lacs. non, en fait, je n'ai pas eu le temps de lui poser la question. parce Merci. que Non, je l'ai vu. je voulais juste savoir. Ça, ok. le pape était en face et ils sont partis laisser le pape. Et revenir à l'archevêque. Encore à l'archevêque. Eh bien, Monchoso, Monchoso, c'est belle chemise, hein, manche longue. Bleu, blanc, bleu foncé, bleu clair. Et maintenant, votre carton. Bleu azur. Je ne sais pas ce que... Le ciel est bleu, de toute façon, la mer est bleue. L'eau que nous buvons est... Inodore incolore. Mais en tout cas, pour schématiser l'eau souvent, l'eau est bleue, l'eau Oui. devrait être comme Oui. bleue. Vas-y avec ton La carton. grande bleue. Ne nous Maintenant, perds pas le votre temps. Donc le bleu est vital. Oui. Alors, non, pour revenir à mon carton, vous savez, j'aime beaucoup les artistes, j'aime beaucoup les créateurs. Et parce que, quels que soient nos problèmes, quelle que soit l'appartenance à nos religions, il n'y a que eux qui savent adoucir nos mœurs et calmer nos ardeurs. Oui, et le carton Les maintenant. Toufan, carton vert à eux parce que Carton vert au Toufan. au Toufan parce qu'ils viennent de décrocher 2 importants prix aux États-Unis, meilleur groupe africain Merci. et meilleur merci. artiste On va africain. finir avec meilleur artiste francophone. Primus de Docha Genou qui est aujourd'hui plus aristocrate que jamais. Voilà. Non, j'ai pensé à 2 radios là, qui font aussi un bon travail comme Canal FM le fait. C'est Radio Pyramide et Radio Victoire. Je vais leur donner carton vert. Parce que dans cette crise-là, c'est les 3 radios les plus écoutées par les auditeurs. Vous avez vos sondages qui vous font ça, dire ça? Mais oui. Enfin, Merci, merci. Eh bien, on a commencé par elle. Nous finissons avec notre auditrice Damassan, qui souffle aujourd'hui son jubilé de Lilas, 63 ans. Mais Damassan qui a quelques problèmes de santé. Son mari également, vraiment, la santé, c'est pas la grande forme. Eh bien, à Fogan et à Damassan, vous avez le carton de cœur du club de la presse. Que Dieu vous sorte de vos difficultés de santé et que vous nous écoutiez en meilleures conditions. Quant à nous, nous vous retrouvons demain mercredi à 11h, si Dieu le veut, et Dieu le voudra certainement. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.